Hello! Aujourd'hui on va parler de visserie et c'est encore un sujet qui peut amener à débat. Donc comme d'habitude, s'il y en a qui savent mieux, n'hésitez pas, faites-nous un sujet sur la visserie. Bon, en tout cas là dans ce sujet, je vais rester vraiment sur ce qui concerne les RC. Bon, alors en gros, une vis, vous en avez tous déjà vu, hein. Il y a trois grandes parties en gros. Il y a la partie filetage, la tête et l'empreinte. Alors l'empreinte, ça va piquer un peu là quand je vais commencer les explications. Surtout pour ce qui est cruciforme. Mais bon, ça vous verrez, ce sera un peu plus tard. Donc on va commencer par les filets. Donc plusieurs types de filets. Donc comme j'ai dit, on va vraiment se concentrer sur ce qui concerne la RC. Donc on aura les filets dits métriques. Ok, il y a les filets aussi en mode impérial, voilà, tout ce qui est américain et compagnie. Généralement quand on a une voiture comme ça, on sait à quoi s'attendre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce sera le même principe que ça. On a les filets plastiques. Et pour l'exemple, ça, c'est un filet type Parker. Donc 8 sabots, hein, grossièrement. Ça n'a rien à faire dans le modélisme. Voilà, nous ce qu'on utilise et qui ressemble, c'est les filets plastiques. C'est très ressemblant, c'est vraiment le même genre. Mais voilà, il y a une petite différence. Donc ça, voilà. Ça, Parker, ça, plastique. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Les filets, ça, on vise dans un écrou, dans une pièce en alu, enfin, dans quelque chose qui a été fileté au même pas. Donc le pas, c'est la distance en fait entre chaque filet. Ça, on peut aussi visser dans du plastique. Voilà. D'ailleurs, ça se fait régulièrement hein, pour tenir les cellules, et tout dans le genre. Voilà, on a ce genre de filet. Les filets plastiques, comme son nom l'indique, c'est fait pour visser dans le plastique. Et que dans le plastique. Ça, en aucun cas, on en mettra dans une partie métallique. C'est pas fait pour. Ça va foutre un merdier pas possible. On va peut-être pouvoir serrer, mais après, ça va être une vraie galère pour remettre quelque chose correctement, et sans compter qu'on ne pourra pas serrer comme il faut. Donc ça, on vise un écrou, on vise dans du métal, on vise dans de l'alu. Voilà, quelque chose de fileté. Et aussi dans le plastique. Et ça, c'est que dans le plastique. Nulle part ailleurs. Voilà. Très important. Au passage, au niveau des filets, quand on a une vis dans ce genre-là qui vise dans du métal, on peut mettre du frein filet. On n'est pas obligé d'en mettre de partout, mais quand c'est quelque chose qui a tendance à se desserrer, on peut mettre du frein filet. Une vis comme ça, qui va visser dans du plastique, on ne met pas de frein filet. Pas à cause de la forme des filets, mais c'est juste que le frein filet, ça va faire fondre le plastique. Voilà, le frein filet, c'est pas fait pour le plastique. C'est tout. Il n'y a pas besoin de dire oui, mais je vais essayer. Non, non. Le frein filet dans le plastique, ça va faire fondre le plastique et ça tiendra 2 fois moins au final. Donc, non. De même, avant de mettre du frein filet, on dégraisse. On dégraisse sa vis et on dégraisse là où on va visser. Donc avec du nettoyant frein, du triclo, voilà ce qu'on veut, mais on dégraisse. Même si c'est neuf, parce que quand c'est neuf, il y a toujours les restes d'huile de coupe. L'huile qui a servi du coup à la machine-outil pour mettre en forme, ou à la presse ou n'importe. Donc on dégraisse avant de mettre le frein filet, autrement ça sert à rien. Et on met du frein filet bleu de préférence, à la limite du vert, mais pas du rouge. Le rouge c'est du démontable à chaud. Donc, il va falloir chauffer au chalumeau pour desserrer. Et suivant où c'est placé, eh ben, on va faire fondre une cellule, un triangle, voilà ce qu'on veut. Du frein filet bleu bien posé, c'est largement suffisant. Donc, ensuite, ce qui va caractériser le filet, c'est aussi son diamètre. Donc ça, par exemple, le genre de diamètre qu'on trouve le plus souvent en modélisme, hop, 3 mm. Donc ça, c'est du M3. Autre chose, la longueur d'une vis. Alors, sur une vis avec une tête cylindrique, bombée, ou après plus classique, voilà. On mesure de la base de la tête jusqu'au bout. Donc là, par exemple, 3 cm, donc c'est du 30. Oui, on parle toujours en millimètres. Petite subtilité, si c'est une tête fraisée, donc comme ça, avec les pentes de chaque côté, voilà, comme ça. Tête fraisée, la longueur se mesure sur toute la vis, du sommet de la tête jusqu'au bout. Et là, on a du 35 mm. Voilà. Quand on cherche une longueur de vis, il faut bien faire gaffe à ça. Du coup, maintenant qu'on commence à parler des têtes, donc oui, il y a plusieurs têtes. Donc il y a c'est ce qu'on appelle les cylindriques. Voilà, ça fait vraiment une forme de petit cylindre. Ils ne sont pas creusés la tête longtemps pour ça. On a les têtes bombées. Pareil, hein, quand on regarde comme ça, on voit bien que ça fait partie bombée. Après, on a les plus classiques, hein, des têtes pas plates, pas rondes. Voilà. Et, voilà, et les têtes fraisées. Donc avec cette pente voilà, qui sont prévues pour ne pas dépasser une fois serré. Voilà. Alors pourquoi par contre est-ce qu'on a des têtes plutôt cylindriques, des têtes plutôt bombées? Ça c'est plus une histoire de design.
et ça augmente un petit peu la surface de contact en dessous de la tête. Mais bon, voilà, ça c'est pas le point le plus important dans notre cas. Au pire, c'est une histoire d'esthétisme. Bon, par contre, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est au niveau des empreintes. Alors les empreintes, en gros, c'est ce qui va caractériser le type d'outil qu'on va utiliser. Donc là, on a de l'hexagonal ou du BTR, du Allen, voilà, il y a plein de noms. Donc un hexagonal, c'est pas compliqué, hein, c'est la taille de la clé qui va jouer. Hein. Dans quelques cas, on peut avoir du Torx. C'est rare en modélisme. Donc sur les Coralie, on peut trouver du Torx. Mais bon, du coup, c'est un peu comme les hexas, il faut juste avoir la clé adaptée et puis on peut pas se tromper. Et ensuite, là où ça devient comique, c'est avec les cruciformes. On attaque par celle qui nous intéresse le moins. Ça. Donc là, si on regarde bien, c'est une empreinte donc cruciforme et on a des petits traits sur les côtés. Il y a des petits traits médians entre chaque encoche. Ça, c'est ce qu'on appelle du Posi-Drive ou PZ. Donc après, c'est caractérisé par un numéro qui donne en gros la taille du tournevis. Donc PZ1, PZ2, PZ3. C'est très rare qu'on se retrouve avec ce genre de vis en modélisme. Voilà, ça c'est plutôt de la vis qui sert dans la construction pure et dure, hein, donc le bâti et compagnie. Donc nous en RC, voilà, on a très rarement ce genre de vis. Après, si on ne veut pas se tromper, voilà, faut vraiment juste faire gaffe qu'il y ait les petits traits là, entre les empreintes. On a ces petits traits là, tournevis PZ. C'est pas compliqué. Hein. Quand on a des tournevis crucis, ils sont marqués forcément quelque part. Hein. Donc là, moi, j'ai le marquage ici et là. Donc là, PZ1 par 80. Donc 80 la longueur et PZ1, bah là, c'est la taille de la tête. Attention, ça va se corser. Alors après, l'empreinte qu'on aura le plus souvent, c'est l'empreinte Philips. Voilà. Donc ça se ressemble, hein, sauf que là, on n'a pas les petits traits sur le côté. Donc là, c'est sur une vis bombée. Ce serait une classique. Dans ce genre-là, ce serait pareil. Donc en Philips, ça reste du cruciforme, mais avec une tête légèrement différente. En gros, si on prend du PZ qu'on met là-dedans, le tournevis bouge. Si je prends un PH1, hein, comme j'ai pris le PZ1, je prends le PH1, je mets, ça bouge pas, la vis tourne tout de suite. Pas de jeu. Voilà, donc après quand on dit que les vis cruciformes c'est de la saloperie, que c'est compliqué, bah non, faut juste avoir le bon tournevis. Et je dis ça parce qu'en fait au niveau des empreintes Philips, on peut les confondre avec un autre type d'empreinte qu'on trouve régulièrement malgré tout, même si on s'en rend pas compte. C'est des empreintes qu'on voit régulièrement sur les voitures, surtout japonaises. C'est les empreintes JIS. J-I-S. Alors comment est-ce qu'on les reconnaît? Donc ça par exemple, c'est une JIS. Comme ça à l'œil, c'est pas flagrant. Le moyen pour savoir, c'est ça. Allez, là, vous voyez, il y a un tout petit poinçon qui est fait. En fait, ces genres de poinçons, on pourrait se dire, tiens, au moment de frapper l'empreinte, c'est le repère. Ben non, en fait, ça veut juste dire que c'est une empreinte JIS, ce petit poinçon. Et ça ressemble énormément au Philips. Hein. D'ailleurs, on peut utiliser un Philips dans une empreinte JIS, on voit pratiquement pas la différence. Pourtant, il y en a une subtile. Alors, si en plus l'empreinte est fatiguée, si on n'a pas le bon tournevis, ça peut vite être une galère. Donc, en gros, pour faire simple, là, on a un tournevis type PZ, Posi-Drive. Quoiqu'en plus de la forme principale, ben là, on a encore des petites arêtes. Là, on a un tournevis Philips. Là, on n'a pas les petites arêtes, du coup, ici, comme sur le PZ, comme sur le Posi-Drive. Et attention, là, on a un JIS. Et on n'a pas non plus les petites arêtes ici. Donc autant le PZ par rapport à un Philips, on voit bien la différence. Autant un Philips et un JIS, voilà, c'est un peu moins flagrant. Il n'y a que le marquage du coup sur le tournevis qui peut nous le dire. Alors après, on va me dire pourquoi se faire chier alors que comme ça il n'y a pas de différence. Alors en gros, la différence, elle est comme ça. Allez, donc JIS, Philips. Donc, pour schématiser, un tournevis JIS, la pointe elle va être comme ça. Et sur un Philips, la pointe elle va être un peu plus comme ça. Voilà. Vous voyez? C'est un petit peu plus pointu chez le Philips. Et vu de dessus, quand on a notre vis, sur un JIS, on a une croix
pratiquement parfaite. Pour un Philips, notre croix elle est un petit peu plus comme ça. Voilà. Pour schématiser. Ça voilà, ça reste vraiment très schématique, mais voilà, les différences en gros c'est ça. Vous comprendrez que du coup avec un Philips un peu plus pointu, si on met dans une empreinte GIS qui est un peu moins profonde, et ben le tournevis lui il va venir ici et là il va manquer un peu de mordant. Donc voilà. Sur des vis neuves, ça passe. Sur des vis fatiguées, vaut mieux avoir le bon tournevis avant de dire que le cruciforme, eh ben, c'est nul. Voilà. Il y a 30, 40 ans, on disait que les clés BTR, c'était nul parce que c'était chiant, on n'avait jamais la bonne et puis on n'arrivait jamais à desserrer, ça mordait mal. Voilà. Non, il faut juste avoir le bon outil. Autre petit point, quand une vis a du mal à se défaire, que la tête a trop tendance à glisser, qu'on ne sait plus comment faire, il y a une petite combine qui marche pas trop mal, c'est la pâte à rôder les soupapes. Alors la pâte à rôder les soupapes, hop, voilà, ça se présente comme ça. En gros, c'est une pâte qui est chargée en particules abrasives. Et le fait d'en mettre du coup un petit peu dans une tête de vis, de mettre le tournevis et d'y aller un grand coup, eh ben, ça augmente un peu le grip du tournevis voilà, au moment de desserrer. C'est pas non plus la solution super magique, mais ça peut sauver la mise de temps en temps. Bon, après, d'une manière générale, on pensera bien à nettoyer les têtes de ces vis avant d'essayer de les desserrer. Voilà. Donc ça, c'est pour que l'outil déjà aille bien jusqu'au fond de l'empreinte pour avoir un maximum de surface. Ça évitera d'abîmer et l'outil et la vis. Bon, forcément, je ne vous ai pas parlé des têtes plates, donc grand classique, hein, pas grand chose à dire. Il faut avoir le tournevis à la bonne taille qui passe dans la fente. Et je ne vous ai pas parlé non plus des écrous parce que un écrou de 5,5, on prend une clé de 5,5. Voilà. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Et dans les autres subtilités, voilà, dans certains cas avec des voitures qui viendraient des États-Unis ou n'importe, on peut avoir du coup des clés Allen, donc hexa, autres que métriques. Bah là, il n'y a pas de solution, il faut juste avoir un jeu de clés en mesure impériale. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de solution miracle. Après, pour les empreintes cruciformes, on pensera bien du coup à utiliser le tournevis à la bonne taille. C'est un peu comme une clé Allen, hein. Voilà, il y a plusieurs tailles, c'est pas pour rien. Si on prend trop petit, eh ben, ça marchera pas. Si on prend trop gros, ça marchera pas non plus. Voilà, s'il y a des tailles, c'est bien pour quelque chose. Donc généralement, dans notre cas, on va utiliser du Philips 1, Philips 2, Philips 3. Et après, en clé hexa, Allen, ça va être du 1,5, 2, 2,5, 3, 4. Ça peut arriver aussi, voire un peu plus après sur les échelles à 5e. On ne confond pas tournevis de précision et tournevis vraiment à manier de la grosse vis. Tournevis de précision, ça porte bien son nom, c'est pas fait pour aller gueniller sur une vis de cellule ou n'importe. Donc voilà pour cette petite précision, surtout du coup sur les vis cruciformes. Voilà, faut pas se tromper avant de dire que le cruci c'est de la merde. Il faut juste avoir le bon outil. Voilà, j'insiste bien là-dessus, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec du cruciforme. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.